Personne ne lui a demandé comment elle était habillée ce matin-là, mais elle a tenu à le préciser. Qu'elle n'avait pas autre chose à se mettre que des baskets blanches, mais savoir quelle robe ou jean s'irait à l'occasion. Idem du rouge brillant qui couvrirait ses lèvres, elle y pensait depuis l'aube. Elle, assise à la terrasse de l'univers, sur la grande place piétonne au cœur de la vieille ville. Derrière elle, on pouvait lire en très grosses lettres sur le haut mur de pierre les mots « Hôtel de Ville ». Plus haut encore, le drapeau tricolore, comme un garde endormi reposant dans l'air tiède. Bientôt, elle franchirait le grand porche et traverserait la cour pavée qui mène au château. Anciennement le château donc, puisque depuis longtemps transformé en mairie. Et quoique pour elle, dirait-elle, c'était la même chose, qu'elle ait rendez-vous avec le maire de la ville ou le seigneur du village, dans sa tête, ça ne faisait pas de différence. Même fébrilité, même cœur un peu tendu d'entrer là, dans le grand hall où elle pénétrerait pour la première fois, presque surprise d'en voir s'ouvrir les portes électriques à son approche, comme si elle s'était attendue à voir un pont-levis s'abaisser au-dessus des douves et qu'à la place d'un vigile en vêtements noirs, elle avait eu affaire à un soldat en cotte de maille. Dans cette ville, c'est comme ça, on dirait que les siècles d'histoire ont glissé sur les pierres sans jamais les changer. Pas même la mer qui, 2 fois par jour, les attaque et puis 2 fois par jour aussi renonce et se retire, battue comme un chien la queue basse. Elle, assise toujours à la terrasse de l'univers, bien sûr, elle était en avance. Le temps d'un café et puis de lire Ouest France, ou non pas lire vraiment, mais parcourir les titres et les photos couleurs. Et puis quand même s'attarder sur la page des sports, parce que, cherchant s'il n'y avait pas un article sur son boxeur de pair, lui qui du haut de ses 40 ans venait de remporter son 35e combat, et dont la presse locale ne cessait de célébrer la longévité, pour ne pas dire plus encore la renaissance. Renaissance, oui, c'est le mot qu'ils employaient à loisir depuis que Max Lecor était revenu en haut de l'affiche, tandis qu'un temps il en avait disparu. Alors elle aura souri sans doute, en regardant l'énième photo de lui, les bras levés sur un ring, le gros titre au-dessus qui se projetait vers l'avenir, disant « Marchera-t-il encore sur l'eau ?» Puis, regardant l'heure sur son téléphone, elle a refermé le journal, posé 2 € dans la coupelle devant elle et s'est levée. Dans la grande vitre du café, elle s'est estimée une dernière fois, certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix, cette veste en cuir qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui en effleurait la maille quand elle tirait dessus. « Oui ?» a-t-elle dit au policier. « Ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça et les baskets blanches qu'on a toutes à 20 ans, de sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais étudiante ou infirmière ou je ne sais pas, la fille qu'on appelle. » « La fille qu'on appelle ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est pas comme ça qu'on dit, call girl ?» Et elle a ri nerveusement d'avoir dit ça, call girl, sans que ça fasse sourire ni l'un ni l'autre des 2 flics. Les bras croisés pour l'un, l'autre plus avancé vers elle, mais l'un comme l'autre à l'affût de chaque mot qu'elle employait et qu'il semblait peser comme des fruits exotiques sur une balance alimentaire. Et puis donc, elle a repris son récit. Qu'au vigile, à l'entrée de la mairie, elle avait demandé où se trouvait le cabinet du maire, sans savoir que lui, le vigile, en resterait de marbre, indiquant d'un simple mouvement de tête le grand comptoir au fond du hall, laissant traîner presque machinalement ses yeux de haut en bas sur sa silhouette à elle. À cela, elle était habituée. Que le regard des hommes vint s'effranger sur elle, elle n'y faisait plus attention depuis longtemps. Pour cette bonne raison que, par 1000 occurrences déjà, elle avait fait l'expérience de son attrait, à cause de sa grande taille peut-être, ou bien de sa peau métisse. En tout cas, depuis longtemps, elle le savait, indifférente au charme qu'elle exerçait. Ce jour-là, ni plus ni moins qu'un autre. Sa robe ajustée, donc, qui ne couvrait pas ses genoux, aux pieds ses baskets blanches, qui ne l'étaient plus vraiment, à cause du cuir usé qui en couvrait la surface. À l'accueil aussi, elle a répété qu'elle avait rendez-vous avec le maire, regrettant que personne ne lui demande le motif de sa visite, à quoi elle aurait répondu que c'était personnel. « C'est vrai, dit-elle, j'aurais bien aimé qu'on me le demande, juste pour répondre, c'est personnel. » Mais pas même en haut du grand escalier de pierre qu'on lui a indiqué,
pas même la chétive secrétaire postée à l'entrée du bureau comme un vieux garde-barrière. Personne ne lui demanderait la raison de sa visite, accusant quant à elle, la secrétaire, ce qu'il fallait de réprobation ou de jalousie en la dévisageant. Si on peut dire ce mot-là, dévisager, quand le regard, cette fois, tombe comme une guillotine de la tête jusqu'aux pieds. Elle a soupiré un peu, la dite secrétaire, comme une gouvernante dans une grande maison qui se serait réservé le droit de juger qui ses maîtres recevaient. Et puis, elle a daigné se lever, a entrouvert la lourde porte de bois dont elle semblait garder l'entrée, et passant la tête dans l'ouverture, elle a dit « Votre rendez-vous est arrivé ». Laura aussi l'a entendu, la voix masculine qui répondait « Ah oui, merci », en même temps que la vieille secrétaire invitait la jeune fille à se faufiler à son tour dans l'ouverture, c'est-à-dire dans le passage volontairement étroit qu'elle avait laissé entre la porte et le mur, comme si elle, la plus jeune des deux, avait dû forcer le passage pour entrer. En tout cas, c'est cette impression qui devait rester gravée en elle pour longtemps. Oui, quelque chose comme ça, elle a dit, que c'est moi qui suis entrée, et non pas elle qui m'a ouvert. Mais je vous jure que s'il avait fallu la pousser, a-t-elle ajouté, je l'aurais fait. Et peut-être à cause du regard soudain sourcilleux des policiers qui lui faisaient face, elle a cru bon d'ajouter « Je vous rappelle que j'ai grandi près des rings ». Et sûrement, ils eurent le sentiment que dans cette phrase se logeait une partie de son histoire, avec elle toute la rugosité de l'enfance, en même temps qu'elle laissait déjà entendre quel fossé la séparait de l'autre, le type à l'immense bureau que rien, ni l'accueil froid de la secrétaire, ni la taille démesurée de la pièce ne venaient rapprocher de son monde à elle. Non, rien du tout, a-t-elle dit encore au policier. Dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Un monde normal, mais qu'est-ce que vous appelez un monde normal ? Ils ont demandé. Je ne sais pas, un monde où chacun reste à sa place. Et comme elle essayait de se représenter ce monde-là, normal et fixe, où chacun, comme une figurine mécanique, aurait eu son air maximal de mouvement, ses yeux étaient venus se perdre dans le tissu bleu de la veste en face d'elle. Et laissant s'échapper par-devers elle cette pensée surgie des profondeurs, elle a dit « Mon père avait l'air d'y tenir tellement ». Peut-être qu'il aurait fallu commencer par lui, le boxeur. Quand je ne saurais pas dire lequel des deux, de Max ou de Laura, justifie plus que l'autre ce récit. Mais je sais que sans lui, c'est sûr, elle n'aurait jamais franchi le seuil de l'hôtel de ville. Encore moins serait entrée comme une fleur à peine ouverte dans le bureau du maire, pour la bonne raison que c'est lui, son père, qui avait sollicité ce rendez-vous. Insister d'abord auprès d'elle, insister ensuite auprès du maire lui-même, puisqu'il en était le chauffeur. Depuis 3 ans maintenant qu'il le conduisait à travers la ville, ils commençaient à se connaître. Lui, le maire de 10 ans, peut-être l'aîné de son chauffeur, celui-là dont le sourire quotidien lui parvenait à travers le rétroviseur, ou pas vraiment le sourire, mais le plissement toujours inquiet de ses yeux qui cherchaient son attention à lui. L'homme à l'arrière, toujours, qui, si souvent, n'y prêtait pas attention, regardant seulement dehors le lent défilement des façades, ou bien des vitrines lumineuses, comme si, parce qu'il était maire de la ville, il se devait d'effleurer du regard tous les immeubles, toutes les silhouettes sur les trottoirs, comme si elles lui appartenaient. Et d'avoir été réélu quelques mois plus tôt, d'avoir pour ainsi dire écrasé ses adversaires à l'entame de son second mandat, sûrement, ça n'avait pas contribué au développement d'une humilité qu'il n'avait jamais eue à l'excès. À tout le moins, n'en avait jamais fait une valeur cardinale, plus propre à voir dans sa réussite l'incarnation même de sa ténacité, celle-là sous laquelle sourdaient des mots comme courage ou mérite ou travail qu'il introduisait à l'envi dans 1000 discours prononcés partout ces 6 dernières années, sur les chantiers inaugurés ou les plateaux de télévision, sans qu'on puisse mesurer ce qui dedans relevait de la foi militante ou bien de l'autoportrait, mais à travers lesquels en revanche on le sentait lorgner depuis longtemps bien plus loin que ses seuls auditeurs, espérant que l'écho s'en fasse entendre jusqu'à Paris, où déjà les rumeurs bruissaient qu'il pourrait être ministre. Et pour qui en avait le visage chaque jour dans son rétroviseur, il
Il n'était pas besoin d'un traité de physionomie pour que cette même ardeur ou détermination apparaisse là, sous les sourcils noirs, épais et pourtant presque doux, contrastant plus encore alors avec ce regard froid et ferme de tous les gens de pouvoir. En 3 ans, Max avait appris à en traquer les nuances, les failles, ou plutôt non pas les failles, mais les ouvertures sciemment laissées. S'il est vrai que le pouvoir, ce n'est pas dans la raideur qu'il se fonde, mais à l'endroit à calculer de ses inflexions, comme un syndrome de Stockholm, appliqué heure par heure, quand chaque entorse faite à l'austérité fait naître dans l'œil soumis de l'interlocuteur la brèche de fausse tendresse où s'engouffrer. Et de ce que je crois savoir, Maxime Lecor, à cette aune, était un bon client, du genre de cheval reconnaissant dès qu'on relâche le mort, à quoi s'ajoutait la dette qu'il se sentait avoir, puisque c'était lui, le même maire qu'il avait recruté, en ce temps où Max était, comme on dit, dans le creux de la vague. Puisque donc il y eut cela dans la vie de Max. Une vague, d'abord, qu'il avait portée sur sa crête, comme un surfeur gracieux, avant de l'en faire redescendre dans l'ombre cylindrique et de plus en plus noire, de sorte que des années plus tard remontait encore à la surface de sa mémoire, comme en ombre chinoise sur le pare-brise taché d'embrun, aussi bien les lumineuses années où il avait vécu de ses talents de boxeur, que celles plus sombres, qui étaient venues comme un ciel d'orage les recouvrir. Et sur elles, les années sombres, il espérait avoir posé pour longtemps un drap de laine épaisse qu'il éviterait de soulever à cause de toute cette nuit sans boxe qu'il avait traversée, de quand la lumière des rings s'était éteinte, intermittente comme elle sait être, pire qu'un phare sur une côte. Cela, tous les boxeurs le savent, que le ring fait comme un phare dont, sur le pont du bateau, on compte les éclats pour estimer le danger. Et qu'alors il arriva qu'il ne le vit pas, le danger, et se laissa drosser sur les rochers, ainsi qu'il advient en boxe plus qu'en tout autre sport, que les clairs-obscurs d'une carrière y sont plus saisissants qu'une peinture du Caravage. Alors qu'il soit seulement remonté sur un ring et qu'il y boxe à nouveau, comme à ses plus beaux jours, il n'en revenait encore pas quand il croisait sa propre silhouette sur les panneaux de la ville. Grandes affiches qui poussaient comme des arbres le long des 4 voies et annonçaient le gala du 5 avril prochain, où sur fond de lumière étoilée se détachaient les corps photographiés des 2 boxeurs, les poings dressés à hauteur du visage et tout muscle bandé. Lui, le crâne rasé et les sourcils tendus déjà vers la victoire, semblant défier la ville entière de sa colère ou de sa force contenue. Écrit dessous, en lettres de feu, Lecor vs Costa, le grand défi. Et qui aurait regardé alternativement l'affiche, puis cet homme, au volant de la berline municipale, se serait dit que oui, c'était bien lui, Max Lecor. Le même nez dévié, les mêmes paupières écrasées par les coups, la même peau luisante sous le crâne. Le même qui, d'ici quelques semaines, s'en irait défier l'autre figure locale qui lui avait depuis longtemps volé la vedette. « Ça se rapproche !» a dit le maire. « Dans 2 mois à cette heure-ci, a dit Max, je serai sur la balance. »« C'est pas le moment de prendre du poids !» a fait remarquer le maire. « Ni d'en perdre !» a répondu Max. Ensemble, ils ont reparlé de ses dernières victoires. L'immense plaisir qu'il avait eu, le maire, de remettre plusieurs fois à Max la ceinture du vainqueur. L'immense plaisir, avait-il dit à chaque fois, de faire l'éloge d'un vrai natif formé ici même, devant la salle toute acquise, si fiers, eux tous, de ce lien qui les unissait à celui qui avait toujours vécu là, dans un pourtant discret quartier de la périphérie, mais dont un peu de la gloire semblait rejaillir sur chaque fenêtre de chaque tour, où vivaient tous ceux-là qu'il avait croisés toute son enfance, sur les bancs des squares, dans les cages d'escalier, et puis dans la salle de boxe, bien sûr, dont tous avaient une fois au moins poussé la lourde porte de fer, tous encore enfilés des gants sur le ring pour se croire un instant Mike Tyson. Mais là où des centaines d'entre eux ont espéré vainement qu'un type, à l'ombre d'un pilier, les observe et les désigne, comme un dieu invisible semblait lire ses prophètes, un seul s'était trouvé soulevé et comme gruté hors de la vie ordinaire, et ce fut Max Lecor.
car il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour voir qu'il y avait là, dans le corps lourd et tendu de Max, une puissance hors du commun. De sorte qu'il n'y avait eu aucun hasard non plus à ce qu'un jour un homme, en costume blanc, s'improvisant manager, entra là, dans la petite salle d'entraînement où Max étalait si vivement chacun de ses partenaires et décida de s'occuper de sa carrière. Le propulsant si vite au niveau national dont il glanerait le titre, la coupe gravée qui continuait de trôner sur sa cheminée à lui. Max écrit dessus « Championnat de France 2002, catégorie mi-lourd ». 15 ans plus tard, si vieux déjà forcément, il s'étonnait de lire encore dans la presse des mots comme « renaissance » ou même « résurrection ». Résurrection, oui, c'est l'autre mot qu'on pouvait lire quelquefois dans les journaux et il n'aimait pas plus l'entendre que renaissance parce que les deux mots sciemment employés produisaient le même appel d'air vers le gouffre qui les avait précédés. Si on m'avait dit que je boxerais encore à 40 ans, a-t-il dit Homer. La boxe, a répondu l'homme à l'arrière et regardant toujours dehors. On dit que ça se passe beaucoup dans la tête. Et Max, les yeux fixés sur la route devant lui, a fait une moue invisible qui signifiait peut-être si je t'en mettais une, tu verrais ce que ça fait dans la tête. Mais invisible assez, cette moue presque intérieure, pour que, dans le même temps, son silence ait valeur d'acquiescement. Parce que bien sûr, le maire avait raison. La boxe, c'est d'abord dans la tête. La boxe est un sport de nerfs et de force mentale. Oui, ce n'est pas Max qui dirait le contraire. En tout cas, c'est courageux d'aller défier Costa, a repris le maire. C'est maintenant ou jamais, a répondu Max. Le temps ne joue pas pour moi. En quoi il avait raison. Que la boxe à son âge, du moins la sensation qu'il en avait, c'était comme patiner sur un lac gelé à la toute fin de l'hiver. Et malgré les victoires, il n'était pas dupe de la fine pellicule de glace sur laquelle il continuait d'évoluer, ne craignant pas d'y effectuer encore les figures les plus délicates, mais attendant résigné qu'un jour la glace se fendit d'un coup et qu'il se noie dans l'eau trop froide. « Vous allez gagner, Max, j'en suis sûr !» Et alors, profitant de ce qu'à cet instant le maire avait l'air d'être avec lui, Max a fini par évoquer ce qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Cela que, le matin même, en se levant, il s'était promis d'aborder et qui n'avait rien à voir avec la boxe. Non, c'était à propos de sa fille. Il voulait lui parler de sa fille. « Je voulais vous demander un petit service, monsieur le maire. C'est à propos de ma fille. Elle est revenue s'installer ici et... » « Oui, bien sûr, a dit le maire, dites toujours. C'est-à-dire qu'elle a fait une demande de logement auprès des services de la ville. Mais vous savez ce que c'est, ça prend du temps, alors... Je me suis dit que peut-être en passant par vous, et le maire lui avait évité de s'enliser. Il avait écourté aussi vite sa demande, disant « Bien sûr, Max, dites-lui de passer me voir à la mairie, je verrai ce que je peux faire. » Et pendant que la voiture s'avançait le long des vieux gréements, comme dans un musée en plein air, Max avait respiré intérieurement, comme aussi bien il serait ressorti d'une salle d'examen en ayant le sentiment d'avoir réussi. En même temps qu'il répétait à l'homme à l'arrière que c'était vraiment gentil à lui de prendre le temps de la recevoir, qu'il n'était pas obligé de faire ça pour lui, pendant que lui, l'homme à l'arrière, était occupé à réajuster sa cravate ou épousseter les manches de son costume, lui répondant que ce n'était rien, qu'en un sens ça faisait partie de ses attributions, qu'il avait été élu pour ça, pour rendre service. Et Max espérait que ça se passe bien. Qu'elle serait à la hauteur. Il a dit ça plus tard, Max, qu'il avait pensé cette phrase. Oui, c'est vrai, j'espérais qu'elle soit à la hauteur. Merci beaucoup, il est déjà parti. Merci beaucoup, Romain Le Tourneur, pour cette lecture. Merci à Tanguy Viel d'être parmi nous ce soir. Merci à vous d'être là aussi pour assister à cette rencontre. Ces deux premiers chapitres de La fille qu'on appelle nous y font vraiment entrer de plein pied dans ce roman, votre 8e roman, Tanguy Viel, dont on va parler ce soir. La fille qu'on appelle, c'est donc Laura.
Le personnage, un des personnages, mais le personnage parmi tous dont vous vous tenez de façon la plus proche, je dirais, qui fait qu'effectivement elle nous paraît centrale, même si ce n'est pas elle qui raconte le livre, c'est un livre à la troisième personne, où s'immisce parfois un jeu dont on parlera peut-être, on l'a entendu là au début du deuxième chapitre, un jeu qui n'est pas un des personnages, qui est peut-être vous, qui est peut-être quelqu'un d'autre, un narrateur extrêmement discret. On ne peut pas réduire votre roman à sa seule intrigue, Tanguy Viel, évidemment. Mais il y a quand même un sujet dans ce livre, un sujet qui résonne dans l'air du temps. La fille qu'on appelle met en scène une situation qu'on peut qualifier d'emprise, réfléchie, ou nous fait réfléchir du consentement. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ce livre et d'un livre de Tanguy Viel en général? Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce que vous réfléchissez en termes de sujet? Mais sans doute plus que je ne le crois moi-même, ou plus qu'ensuite j'ai l'habitude de présenter mon travail, ou tel ou même qu'il soit perçu, c'est-à-dire souvent à l'aune de, si je peux me permettre de le dire comme ça, de sa forme, ou de son style, ou de sa composition, ou voire de son imaginaire, mais par imaginaire on n'entend pas toujours sujet. On dirait que sujet ça veut dire société en fait. Alors qu'en réalité je pense que certes dans des mondes qui sont souvent plus théâtraux, mais pour chaque livre, dès lors que ça reste du roman, et un roman assez vissé, depuis mon premier livre, je pourrais dire, il m'a toujours fallu avoir un certain ancrage dans un espace très incarné, précis, avec des personnages, une intrigue, etc. Ce que vous évoquez, je pense que c'est parce que depuis maintenant 2 livres, moi le premier, je reconnais volontiers qu'il y a ce petit virage, même peut-être ce grand virage, à vrai dire, je ne l'estime pas encore très bien quant à la courbe, parce que ça dépendra aussi sans doute des futurs livres. Mais c'est qu'il y a quelque chose de social ou sociétal qui s'est mis en place, un réalisme en fait aussi, qui fait que tout d'un coup le beau sujet prend tout un autre sens, en quelque sorte. Et j'avoue que c'est quelque chose sans doute après quoi je courais sans le savoir depuis plus longtemps que ça, c'est-à-dire que c'est aussi, il y a un retour du refoulé, au sens où moi j'ai grandi avec Balzac pour modèle. Et ensuite, quand j'ai été, non pas adolescent, parce qu'adolescent, je n'étais pas bien un grand lecteur, mais quand j'ai commencé à essayer de m'intéresser à la littérature et tout ça, je suis passé par des périodes où, bien sûr, comme tout le monde, j'étais très innervé par ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire une période où, au fond, la question du sujet, il fallait plutôt l'écarter, il fallait parler de forme, il fallait parler de style, il fallait parler d'écriture, etc. Et en ayant traversé ça, ça m'a aussi arrangé de traverser ça, parce que moi-même j'étais l'enfant de ces générations-là, donc on pourrait dire à la fois du nouveau roman, mais aussi peut-être de Proust, et puis aussi je ne sais pas ce qu'il faudrait dire comme autre auteur, mais enfin c'est toute une constellation qui était loin de celle qui consiste à dire je raconte des histoires, et encore a fortiori des histoires réalistes, quoi. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un retour du refoulé, parce qu'au fond, peut-être est remonté simplement un truc qui était dans l'enfance, très simple et très normal, de raconter des histoires qu'il y avait à voir avec la société qui m'entourait, et qu'à un moment je n'ai pas fait parce que j'avais besoin de plus de détours, de filtres. Alors ça a été longtemps le filtre du cinéma, et c'est pour ça que j'emploie le mot de livres plus théâtraux, parce que c'est des livres qui étaient un peu éloignés de ce naturalisme Donc voilà, il y a ce rapprochement très lent de livre en livre vers le réel, pour le dire simplement. Et le sujet de ce livre que je schématisais en parlant d'emprise, de domination, de la question du consentement dont on parle beaucoup aujourd'hui. Néanmoins, est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une décision de s'emparer de ces sujets? Oui, mais alors c'est vrai que je peux pas dire, c'est vrai que vous allez dire que j'ai un peu évité votre question, mais il n'y a pas de décision au sens politique du terme. Je me suis pas, ni même au sens idéologique, c'est-à-dire je me suis pas dit la littérature doit s'emparer des sujets sociétaux du type, par exemple, la question de l'emprise ou du consentement aujourd'hui. Elle le fait parce qu'elle est traversée par tout ce qui advient. Et à titre personnel, c'est vraiment, je ne peux pas le dire autrement qu'une rencontre très intime entre
quelque chose qui me remuait. Alors bien sûr, il n'y a pas de hasard, j'ai lu la presse, j'ai lu les histoires, les faits divers des 10-12 dernières années. L'autre jour, quand j'étais à une émission à France Inter, Laura Adler a ressorti l'entretien de Tristan Banon. Alors histoire que moi j'avais complètement oubliée pour le coup, enfin pas oubliée, mais en tout cas qui n'était pas présente pour l'écriture de ce livre. Et pourtant c'est assez édifiant, parce que à la fois ce qui lui est arrivé, et en plus il se trouve que dans l'histoire de Tristan Banon, c'est sa mère qui l'a un peu mise dans les griffes de Strauss-Kahn. Ce qui n'est pas du tout ce qui pourrait être le rapprochement avec le personnage du père, qui au fond, sans le vouloir évidemment, mais sa fille. Donc vous voyez, il y a tout ça, il y a effectivement ce terreau de réalité qui a à voir avec la rumeur publique, le fait divers, etc. Et en même temps, je crois, des sujets qui me touchent tous les jours, il y en a plein, des idées, même des germes d'idées de romans. Alors, pourquoi quelque chose prend? Pourquoi à un moment j'arrive où je me sens concerné? Mais c'est plus que ça. Il y a une sorte de ventriloquie qui se met en place. Je suis pris par l'envie de développer une histoire autour de ça. Il me semble que là, il faut aller. Ma réponse serait forcément ou décevante ou psychologique. C'est-à-dire, je serais obligé de vous dire très intimement à quel point je suis une jeune femme de 20 ans qui a peur d'un homme politique. Vous voyez, pourtant, encore une fois, c'est vrai, vous l'avez fait remarquer, c'est un livre à la troisième personne, donc je ne suis pas le narrateur, mais malgré tout, je vois bien que j'accompagne ce parcours, j'accompagne cette aliénation, domination, etc. Donc ça rencontre quelque chose en moi, et je ne peux pas le dire autrement que cette rencontre-là, qui fait que ce qu'on appelle l'air du temps, le sujet, c'est... il vous prend et il dit, voilà, il dit maintenant c'est à vous de faire ça, ou je sais pas très clairement, mais c'est pour ça que le mot décision est complexe parce que décision, ce serait trop héroïque en fait. Trop volontaire. Bah oui, c'est ça, ouais. Bah, parlons-en de cette troisième personne. Est-ce que ce choix de la troisième personne, ça fait partie pour le coup, des décisions, j'imagine, décisions d'ordre esthétique que vous prenez, prenez avant de vous lancer dans l'écriture Il y a quand même un temps un peu bricolé où j'ai retrouvé d'ailleurs, c'est drôle, dans un carnet, pas plus tard qu'avant-hier, 2 pages qui étaient à la première personne, et c'était Laura qui parlait. Et je crois que c'était, alors je ne me souviens pas, j'ai pas pu retrouver c'était les premières pages ou quoi, mais ce qui veut dire que j'ai fait des essais à la première personne. En fait, le truc, c'est que je m'en souviens plus très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris comme ça. Alors que, en effet, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Donc, j'ai aucune gêne à continuer. Je me suis même longtemps dit que je ne ferais jamais un livre autrement qu'à la première personne parce que j'ai tellement l'impression que je n'étais pas forcément capable de faire autre chose. Donc c'est drôle parce que là aussi le mot décision serait trop fort, mais en bricolant, en tâtonnant, il est apparu que la première personne ne convenait pas, donc est venu peu à peu une sorte de dit-elle, de troisième personne comme ça, et qui a permis de dévier le sujet. Et là où j'ai compris l'intérêt pour moi, c'est qu'en effet, d'abord il y avait cette question de légitimité narrative, à savoir je ne suis pas une jeune femme de 20 ans qui a subi cette question-là, mais il y avait surtout la possibilité de scruter, de faire le tour de l'objet et d'être dans une position plus au fond d'enquêteur, enfin enquêteur au sens littéraire, c'est-à-dire de pouvoir observer, rentrer à la loupe dans les situations en n'étant pas pris dans le corps de la victime, si on l'appelle comme ça. Donc c'est ça où la troisième personne, en s'imposant doucement, est devenue évidemment la solution à tous les problèmes narratifs en fait de ce livre. Ça, c'est sûr. Oui, la possibilité d'approcher, parce qu'effectivement, si l'aura est centrale, vous approchez aussi je peux dire la psyché, la psyché des autres personnages, et notamment, effectivement, enfin, je ne vais pas les mettre face à face, mais il y a quelque chose de ça, il y a un côté un peu, il y a quelque chose de bourdieusien là-dedans, les dominants, les dominés, les hommes de pouvoir et les hommes et les femmes aliénés, enfin voilà, et effectivement, vous ne négligez pas d'approcher aussi ces gens de pouvoir. Oui, et puis d'essayer de comprendre comment tout ça se scénographie en fait. Alors, ça peut être du point de vue, j'aurais pu pour une partie le faire du point de vue du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire que, puisque c'est finalement comme ça que moi je regarde ce monde d'hommes politiques ou tout ça, c'est-à-dire, et c'est comme ça aussi que Max, le boxeur, les regarde. C'est-à-dire, au fond, il y a quelque chose d'un peu
immature dans sa façon d'être lui-même un objet de marchandage dans le monde de la boxe. Donc au fond, il n'est pas plus adulte que sa fille. Et c'est en ce sens-là aussi que pour moi, c'était des regards qui permettaient d'entrer dans la description de tout ça, mais que le fait de pas le faire de l'intérieur ouvrait le champ, en effet, et aussi permettait d'être plus, comment dirais-je, plus analytique. Là, c'était en entendant 2-3 phrases, par exemple, que Renan lisait, je me disais, oui, il y a des phrases sur le portrait, par exemple, de l'homme politique ou sur l'analyse de sa psychologie qui sont des choses impossibles à faire à la première personne, à moins d'avoir un narrateur qui soit déjà lui-même un intellectuel en train d'écrire. Mais si c'est juste un personnage qui raconte, il n'a pas cette possibilité de voir, de comprendre, de synthétiser, de passer aussi de l'abstraction à la sensation, en fait. Ça, de ce point de vue-là, c'est un outillage beaucoup plus... La palette est plus grande, hein, avec la troisième personne, ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Et donc il y a quand même un jeu dans le livre. Oui, c'est vous, c'est un narrateur, c'est le narrateur omniscient, un peu Jamesien quasiment du livre. Oui, alors normalement il ne devrait pas être là, justement. Mais il ne vous a pas échappé quand même, je pense. Non, mais c'est très étrange parce que je ne veux pas lui donner une fonction très fixe. Par endroit, je pourrais dire que c'est moi, enfin au sens, oui, en tout cas le moi narrateur en tout cas. Mais je crois que je l'ai pensé plutôt comme une sorte de témoin anonyme, comme une sorte de chœur en fait, c'est comme une foule silencieuse qui aurait regardé tout ça, ou qui serait le réceptacle des récits en fait, le réceptacle de l'ensemble de ce qui aurait pu se produire et qui en même temps serait pas, c'est là où il faut que ce soit jeu, mais c'est un jeu qui n'a pas de corps, parce que c'est un jeu qui doit pouvoir se mettre au-dessus et qui doit pouvoir regarder les choses depuis plein d'endroits, y compris dans le temps, parce qu'au fond il le raconte sans doute largement a posteriori, ça s'écrit vraiment au passé, donc il peut aussi manipuler ou manigancer toutes les strates de temps, il sait ce qui va se passer. Donc c'est un jeu de la fatalité du cœur, un peu à la manière du Coryphée antique qui vient commenter de temps en temps ce qui se passe sur la scène, quoi. Auquel vous faites, la tragédie auquel vous faites un peu référence aussi dans certains moments, très discrètement dans certains moments du livre. Et enfin, quelque chose qu'on reconnaît bien, c'est quand même cette scène que vous offre, alors pour le coup, cette ville, ville close, même si on sort de la ville close pour aller dans d'autres endroits de la ville, mais effectivement, il y a un lieu unique pour le coup, l'intrigue, quasiment. Non, il y a un petit moment où elle se déplace. Un petit hors-champ à Paris. Un petit hors-champ à Paris, mais effectivement, c'est comme une scène de théâtre. Oui, c'est comme ça que j'ai pensé cette ville aussi, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de finalement pas la nommer, alors que je l'avais nommée au départ. C'est-à-dire parce qu'elle avait tous les attributs de cette théâtralité, de ce caractère complètement scénographié, des mouvements et des rapports entre les corps et les espaces, quoi. Après, moi je pense jamais tragédie au sens où je n'essaye pas de me contraindre au moule avec les règles d'unité, etc. Mais je me rends bien compte qu'en effet, ça y ressemble. Si je relisais la poétique d'Aristote, peut-être que je me dirais qu'en fait, c'est ce que je fais, mais c'est ce que fait le film américain moyen, c'est-à-dire d'1h30, c'est ce que fait une bonne partie du théâtre classique. Enfin, finalement, c'est une certaine manière de mener des intrigues en pensant des causalités très serrées entre les événements. Donc ça sert aussi, et les temps et les lieux. En fait, tout ça participe de la même modélisation, si je puis dire. Il y a une certaine proximité de forme, notamment au début du livre, dans la première partie du livre, avec votre précédent roman, article 353 du Code pénal, qui donc, pour le coup, est à la première personne, mais consiste en une déposition devant un juge. Et là, on a entendu pendant la lecture que le début du livre retrace une déposition volontaire de Laura devant la police. Est-ce que ces deux livres, d'une certaine manière, fonctionnent en diptyque? Est-ce qu'ils ont un rapport comme ça, même si évidemment ils peuvent se lire tout à fait indépendamment l'un de l'autre, hein. Évidemment, une fois que je l'avais fini, c'était facile pour moi de dire que c'était un peu la version féminine de l'article 353, mais je crois que j'ai quand même pensé assez vite, et notamment à cause du dispositif, comme vous dites, d'énonciation. Et c'est peut-être en assumant un peu quelque chose du genre, de toute façon, c'est un diptyque, que j'ai pu le faire. C'est-à-dire que je ne veux pas me dire, je me répète, mais me dire, c'est le versant, enfin, c'est un autre problème. Voilà. Je me suis dit, j'ai le droit de le faire 2 fois. Voilà.
Après, c'est 2 fois, c'est pas 3. Oui, ça va, compliqué de le faire une 2 fois. Mais c'est dommage parce que c'est très efficace comme manière de lancer la narration. Je dois dire que ce dit-il au policier, il m'a beaucoup aidé à avancer. Pourquoi c'est si efficace en fait? Je sais pas, c'est comme si vous tendiez c'est vraiment le truc d'Hitchcock quand il dit comment faire du suspense. Vous savez, dans les entretiens avec Truffaut, où il dit à un moment, il dit bon bah vous mettez quelqu'un à un feu rouge, c'est pas très intéressant dans une voiture, et puis vous dites merde, le train est dans 5 minutes, et ça y est, quelque chose se passe. Bah, dit-elle au policier, c'est un peu ça. C'est un peu il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà. Bon, ça suffit pas. Enfin, je ne suis pas à l'atelier d'écriture, mais si je ne conseille pas de juste mettre. Après, il faut quand même. Voilà. C'est pas une manière de rester aussi, quand même, au début du livre, en tout cas un peu dans le jeu, puisqu'effectivement, le jeu, même si ce n'est pas au jeu, effectivement, c'est quand même. Là, pour le coup, c'est ouvrir les guillemets, Laura qui parle. Oui, ben, c'est vrai que le livre utilise quand même beaucoup le discours indirect libre, et que ce narrateur à l'extérieur, il est quand même très très proche. Par endroits, il épouse même les contours, j'allais dire, comment on appelle ça, sensationnels, sensitifs de Laura, sinon il ne pourrait pas. Donc, d'où que d'ailleurs, ça ne me dérange pas que ce soit discours indirect, soit je ne sais pas comment on appelle ça, description normale, soit discours indirect libre, soit discours direct. Enfin, tout ça se mélange sans problème parce qu'au fond, je suis juste à côté quand même d'elle. Donc en effet, je ne suis pas loin du jeu, c'est vrai, même si je n'ai pas fait le livre à la première personne. Est-ce que tout ça, ce sont des questions qui vous... Voilà, pendant le processus d'écriture, est-ce que vous pensez à tout ça ou est-ce que c'est plutôt a posteriori? Voilà, quel est votre degré, je ne veux pas dire de conscience quand vous écrivez, parce que j'imagine que vous ne l'écrivez pas dans l'état d'inconscience, mais voilà, quel est oui, votre degré de maîtrise théorique, je dirais, pendant l'écriture? Il est quasi nul, hein. C'est vraiment un travail de matière, quoi. C'est-à-dire il y a des images, il faut que ça avance, il faut que ça fonctionne, il faut que j'y croie, il faut que je les vois. C'est vraiment du bricolage. Et il y a non, enfin, alors je peux me coucher le soir et réfléchir et me dire ah tiens, si je fais ça aujourd'hui, bon oui, je peux avoir des moments de recul évidemment, mais principalement dans le travail. Là, je serais vraiment bien incapable de vous dire ce qui se produit, parce que il se produit plein de choses qui sont très concrètes, mais qui sont justement concrètes, c'est-à-dire des histoires de fabriquer, de raconter des choses, quoi. Voilà. Le mieux possible, le plus près, de l'étendre, de se dire est-ce que ça... d'y revenir, enfin, on balbutie dès qu'on parle de ces choses-là, on n'a plus rien à dire. Vous parliez tout à l'heure vous faisiez référence au réalisme. C'est vrai que, évidemment, La fille qu'on appelle est un roman réaliste, mais un réalisme qui n'est pas prosaïque, notamment parce que moi j'ai été vraiment frappée par la présence des métaphores extrêmement nombreuses dans le texte. Parfois même, je n'étais pas consciente. Après coup, je me disais, ah ben oui, au fait. Et donc, effectivement, il y a énormément de métaphores tout au long du roman. Enfin, toutes les sensations, les impressions, voilà, vous vous en rendez compte par le biais souvent de métaphores. Oui, je pense qu'on a plus que dans les autres, dans le précédent en tout cas. Pourtant, j'avais l'habitude de dire, quand j'avais commencé à comprendre ce que j'avais fait avec Article 353, que le fait d'avoir un personnage qui n'était pas censé être un intellectuel, mais plutôt un ouvrier, qui certes avait un langage au-dessus de son régime dit sociologique, mais ça, il n'empêche que j'étais quand même pris dans l'idée qu'il allait faire des métaphores parce qu'il n'avait pas un discours savant. C'est-à-dire qu'au fond, son non-savoir avait des vertus pour moi, pour pouvoir développer un régime métaphorique. Il y en avait déjà pas mal, je pense, dans 153. Mais là, finalement, d'avoir ce narrateur, au fond, c'est pas parce que j'ai un narrateur extérieur que c'est un intellectuel, donc ça reste quelqu'un de sensible, qui aussi cherche ce qui se joue, et notamment dans ces situations très complexes, comme on appelle ça, de zone grise, de tous ces micro-moments. Et donc la métaphore, c'est vraiment l'outil d'approche, je vais dire, pour employer un gros mot, un peu herméneutique, quoi. C'est une manière d'interpréter, de comprendre la réalité, de la déchiffrer, à des endroits où finalement on n'a pas la clé par le lexique habituel, où on n'a pas de solution, même les mots comme emprise et tout ça, bon, je l'ai employé une fois dans le livre, mais je le trouve très faible et sans intérêt en réalité. Alors que quand on rentre dans la matière par juste la sensation,
et que du coup, pour la décrire, pour en décrire les mécanismes, on multiplie les approches, et notamment par la métaphore. En fait, la métaphore, pour moi, c'est l'outil de connaissance absolue, quoi, connaissance sensible. C'est ce que j'aime le plus en littérature. C'est ce que j'aime. Je pense que c'est ce qu'il y a de. Ce serait là où peut-être quelqu'un comme Proust pourrait être pour moi un modèle d'écriture, parce que chez Proust, la métaphore est folle. En plus, il y a des métaphores, de métaphores, de métaphores. Des fois, il y a 4 métaphores qui se mélangent pour raconter le pli d'une serviette. Ça devient la queue d'un pan, et puis en même temps. En fait, c'est fou au sens propre. Mais cette folie, bizarrement, elle entre dans des plis de conscience qui fait qu'elle touche un endroit de réalité, au moins de réalité intérieure. Et c'est tout ça. Alors il y a ça, et puis il y a, donc ça justifie sans doute une partie de pourquoi j'en utilise tant, j'en ai tant besoin, mais aussi peut-être parce que puisqu'on parlait d'un livre à sujet, il y a aussi une trivialité dans le fait d'aller se confronter aux faits divers, dans cet ordre-là de choses. Par exemple, voilà, un truc qui pourrait quand même faire rien de plus qu'un mauvais téléfilm, et qui en fait d'ailleurs de mauvais téléfilms. Donc tout d'un coup, moi, peut-être que pour sortir, pour avoir l'impression de faire de la littérature, si j'ose dire, j'ai besoin de rehausser le niveau de langue ou de complexité. Enfin, tout ça est mélangé, hein, mais je veux dire, il faut magnifier, transcender la réalité, le réalisme, par la langue, parce que j'ai toujours peur de glisser à un endroit qui est celui où j'ai un peu honte de mon sujet. J'ai honte de faire un livre qui raconte juste ce genre d'histoire, en fait. Si quelqu'un me dit, et ça peut arriver, me dit, ah ouais, mais le scénario, ouais, bon, c'est une histoire bien prévisible, ou on dirait un téléfilm, etc. Évidemment, je suis le premier à le savoir. Mais c'est bien à la fois ce qui m'intéresse et ce qui me fait peur. Donc, écrire, c'est jouer avec et contre cette métaphore. Ben oui, c'est vraiment. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais je crois que je peux aimer des livres où il n'y a pas de métaphore, mais quand même. Moi, c'est un des plaisirs de la lecture de La fille qu'on appelle. Je trouve effectivement ces métaphores parfois très concises, juste comme ça, 2 mots, un rapprochement, et parfois effectivement plus dans une démarche plus proustienne, des métaphores que vous filez, qui vous amènent à faire des phrases d'ailleurs parfois assez longues. On en parlait avec Ronan tout à l'heure avant la soirée. Par rapport à la lecture à haute voix, c'est pas extrêmement facile. C'est vrai qu'il y a des phrases, très longues. Ouais. Oui, je ne sais pas si la longueur des phrases est liée uniquement à la question de la métaphore, mais sans doute en partie, parce que forcément ça augmente, hein, c'est sûr. Mais je pense aussi, il y a un double jeu, il y a à la fois l'envie que la phrase soit comme une sorte de petite nasse qui prenne un bloc de sensations au-delà justement de la façon dont on le délimiterait dans une factualité pure, c'est-à-dire réussir à produire l'impression, et l'impression, c'est toujours un peu plus épais, un peu plus mou, un peu plus souple, un peu plus que simplement la réalité des actions. Donc ça explique aussi, je pense, le fait que j'aime bien, j'ai besoin de la phrase longue pour ça. Et en effet, s'ajoute à ça sans doute l'usage peut-être abusif, je ne sais pas, mais du comme si, du peut-être, de toute une modalisation du réel par laquelle en fait les choses s'approchent. Je parlais d'un enquêteur, mais le narrateur, pour ça, il essaye de comprendre ce qu'il a devant les yeux, ou c'est de déchiffrer ce monde avec et pour ses personnages. Et ça, pour moi, il y a la phrase longue aussi qui arrive vraiment à rendre compte de cette difficulté, inquiétude, tentative, enfin on peut appeler ça comme on veut, mais bon, mais là aussi il faut changer de braquet, hein. Il y a des moments où la phrase peut être très courte et ça marche aussi, hein, mais enfin bon, voilà, c'est peut-être 2 types de phrases longues. Je pense qu'il y a la phrase longue de la première partie qui est plus une phrase d'analyse, et la phrase longue de la deuxième partie qui est une phrase plus syncopée, mais parce que la deuxième partie va plus vite, je pense, plus active, beaucoup plus tournée vers le mouvement que la première, donc il y a plusieurs raisons de faire des phrases longues. La deuxième partie, oui, parce que le livre est donc organisé en 2 parties, et effectivement, dans la deuxième partie, l'action s'accélère d'une certaine manière. On quitte aussi la déposition, et on est vraiment dans l'action. Oui, mais l'image que j'avais un peu, une fois que je commençais à terminer le livre, c'était vraiment que j'avais d'abord une espèce de lac, et que le deuxième, c'était vraiment la chute, quoi. Ça pourrait, normalement, c'est l'inverse, mais
Non, il y a d'abord la cascade et puis après il y a le lac en bas. Mais là, ouais, c'est comme ça que je me représente le livre encore aujourd'hui. Sous ce mouvement-là. Ouais, bah oui, oui. Alors pourtant, c'est pas faute qu'il se passe des choses dans la première partie, mais comme c'est des choses infinitésimales, et que je prends le temps, elles sont un peu dilatées, diffractées, bon, ça donne le sentiment de quelque chose qui se met en place comme une sorte comme une toile d'araignée justement, donc qui est aussi statique en quelque sorte, qui est aussi des forces en présence tout simplement. Et puis la deuxième partie, c'est quand même une rupture, c'est quand même une grande rayure j'allais dire, dans le corps social, quoi. Vous dépeignez, je trouve, notamment extrêmement bien par le biais des métaphores, hein, enfin notamment les rapports de pouvoir dans une petite comme ça, dans une communauté géographique humaine qui est la petite ville, et notamment la façon, je trouve, dont les détenteurs du pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques, souvent mêlés, se tiennent se soutiennent les uns les autres. C'est une observation. Voilà, vous observez par quel biais, par où vous observez où est-ce que vous observez la société. En fait, où est-ce que vous lisez les journaux, vous lisez les livres, des livres de société, des livres politiques. Non, ça j'ai même pas besoin. Mais en fait, oui, je pense que c'est ça, je lis les journaux, ça c'est certain, mais j'ai l'impression, là aussi, je suis obligé de revenir à un truc de l'enfance, c'est-à-dire d'avoir grandi dans une petite ville, et c'est vrai d'avoir grandi dans une classe petite bourgeoise, on va dire, c'est-à-dire de pouvoir quand même avoir accès par des biais divers, hein, mais par des récits quelquefois, par des rencontres, par des amis de mes parents, je ne sais quoi, à ce tissage-là, ce tissage dont les lieux sont quand même assez facilement identifiables dans une ville. Il y a certains restaurants, il y a des clubs, il y a certains lieux sportifs. Donc en fait, c'est assez facile de comprendre comment tout est mêlé. Après, c'est aussi des choses qu'on sait, qu'on voit depuis longtemps par le cinéma, par la littérature aussi. Donc c'est quand même par Balzac aussi, tout simplement. Et ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être que la force de la province pour ça, c'est là aussi de réussir à unifier tout ça. On parlait de la tragédie ou du caractère théâtral de la situation, en l'occurrence de cette petite ville qui peut vous faire penser un peu à Saint-Malo. Mais c'est vrai que pour ça, la province, c'est plus fort, ou plus, ça crée tout de suite quelque chose de plus fort que Paris, où on voit bien qu'il y a plusieurs... C'est trop compliqué. Il y a plein de strates. Il y a plein de strates. Si on commence à faire un roman qui se passe dans le pur politique, avec des types dans l'économie, on va voir Bernard Arnault qui va aller voir le Premier ministre. Enfin, c'est plus difficile de faire de la littérature avec ça, quoi. En province, c'est un directeur de casino avec un petit maire. Ça marche. Pour moi, c'est la raison pour laquelle on cite souvent Chabrol. Plusieurs critiques ont cité Chabrol, notamment pour ce livre. Très bien, mais je sais que... Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense même que c'est un peu, sous-estimé, c'est un peu idiot, mais c'est vrai que par rapport à... C'est un peu, comme il a fait beaucoup de choses justement très triviales, et qu'il a fait aussi des mauvais films, et que c'est pas quelqu'un qui s'est économisé, c'est pas quelqu'un qui s'est auto-statifié, il n'a pas fabriqué sa légende, donc il en paye un peu les pots cassés, c'est-à-dire qu'il passe un peu pour le bon faiseur du film du dimanche soir, mais il y a quand même au moins la moitié des films de Chabrol qu'il faudrait regarder, revoir, avec l'œil bienveillant du cinéphile et de l'intellectuel, si je puis dire, parce que c'est vraiment pas rien. J'ai pensé aussi à un auteur, pas du tout dans la forme, mais sur les sujets, les lieux. J'ai pensé à Yves Ravet. Ça m'a évoqué. Ouais, alors pas du tout le même type de phrase. Ah non, pas du tout dans la forme. Non, alors là, mais sur l'atmosphère néanmoins et le milieu, le monde qui est décrit et ses rapports de pouvoir et quand même aussi il y a quand même quelque chose qui a à voir avec le juste et l'injuste, qui est quand même quelque chose qui revient quand même assez souvent dans vos livres, et notamment les deux derniers, mais pas seulement. Ah oui, après, ça c'est sûr que oui, bien sûr. Je sais pas ce que fait un livre, mais en tout cas, il a quand même, au moment où il s'écrit,
il est quand même ancré dans une forme d'indignation, de colère et d'envie d'en découdre. Moi, je crois bien que la figure du boxeur est venue pour ça aussi. C'est pas. Alors, il y a le boxeur des Gilets jaunes, qu'on connaît tous maintenant, mais quelque chose comme ça, dans ce truc de dire, mais écrire, c'est quand même un peu quand même un combat de boxe, quoi. Mais c'est pas non plus un truc contre la société. C'est compliqué, elle a dit, parce que j'aime tellement pas les discours aujourd'hui qui héroïsent la littérature, qui en font passer pour le grand réparateur de la cause sociale et tout ça. Bon, moi je sais pas ce que ça fait, mais je sais que ça, à côté du monde, il y a un truc qui s'appelle la littérature et qui fait les mêmes chemins que la justice politique, oui, ça c'est sûr. Parlons un peu de la boxe. Effectivement, il y a des pages très, très fortes, très incarnées sur la boxe. C'était, il ne pouvait pas être autre chose que boxeur, Max, le père de Laura. Il ne pouvait pas avoir... Parce que j'ai commencé un truc sur la boxe avant même d'avoir l'idée de l'histoire de Laura. Donc, en fait, le livre s'est constitué quand ces deux histoires se sont rapprochées. Je crois même que c'est très précis. Il y avait ce truc de boxeur qui n'a pas pris pour plein de raisons. Bon, j'avais quelques scènes, mais c'était pas ça. Et puis il y avait ensuite cette histoire de Laura qui s'est mise en place et qui ne tenait pas non plus toute seule. Et je crois que le livre a vraiment, au moment où je me suis dit, mais il est chauffeur du maire, et c'est lui qui met sa fille dans les pattes de ce type, c'est joué tout le destin parallèle des deux personnages. Et donc, voilà, donc il n'aurait pas pu être autre chose que boxeur, parce qu'il était boxeur avant d'être le père de Laura. Est-ce qu'il y a un... Enfin on parlait d'un processus, le début d'un livre, comment les choses s'agencent. Est-ce que maintenant que vous écrivez depuis plus de 20 ans, que c'est votre 8e roman, est-ce que vous observez des phénomènes un peu récurrents dans la genèse des livres, ou est-ce que vraiment chaque livre a une histoire complètement différente? Non, il y a beaucoup de points communs, ouais. Notamment dans la chronologie des temps, comment dirais-je, des temps vides et des temps pleins, quoi. Alors déjà, il y a ça, c'est-à-dire supporter les mouvements de creux après l'écriture, voire surtout après la réception du livre, c'est-à-dire que là, bon, c'est plutôt l'année 2022 qui me fait un peu peur. Puis ces moments plus compulsifs où les choses se reprennent, se densifient, donc ça, je peux quand même en étudier les mécanismes, observer que c'est un peu toujours la même chose. Quant à l'écriture même des livres, là aussi, il y a un truc qui revient très souvent, c'est que souvent, je lance quelque chose, j'y passe 1 mois, 2 mois, ça s'écroule. Je laisse tomber, je fais autre chose 6 mois plus tard, entre les deux, encore moins, encore rien, et au bout de 6 mois, je refais une autre chose, et bizarrement, presque à chaque fois, le premier truc, je viens de reprendre, et c'est là que le livre a lieu. Comme s'il fallait la rencontre. Oui, là, les choses se mêlent. Ouais, là, je vous ai dit, pas plus qu'à demi-mot, en disant l'histoire du boxeur et l'histoire de la jeune fille, mais presque à chaque fois, il y a ces trucs très étranges qui ne sont pas du tout une ligne droite, une idée, un scénario, un livre. Même si j'aspire à ce que ce soit ça, mais c'est toujours un peu coupé dans l'élan. Bon, mais ça finit pas si mal, en fait, à chaque fois. Vous avez acquis une certaine confiance dans le fait que... Voilà, ou bien quand vous êtes dans un moment blanc. Mes amis me rient au nez quand je leur dis que je ne ferai plus jamais un roman de ma vie. Ah, vous dites ça quand même? Ah oui, mais j'y crois quand je le dis en plus. Ça fait 10 ans que je dis ça. Donc maintenant, je ne peux plus non plus me croire moi-même. Donc oui, finalement, une certaine confiance. Je sais que par contre, il faut traverser des affres, des périodes où ça ne vient pas, où réellement on pense que c'est fini, que ça n'a plus de sens, je ne sais pas, mais là, je suis confiant, là, parce que j'essaye de me prendre à revers. Donc je me dis, je vais faire un truc, je vais commencer le prochain roman pendant la promotion de celui-là. Voilà, pour pas donc j'essaye de faire ça. Voilà. Et quand vous dites que ça fait 10 ans que vous dites que vous n'aurez pas de prochain roman, mais ça fait 20 ans que vous écrivez, ça veut dire que vous avez plutôt eu moins confiance. Alors que c'était encore plus dur, mais j'étais plus tenace. Vous étiez plus confiant.
Oui, en fait, oui. Ou plus dans l'urgence d'écrire des romans. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, tant que je ne l'avais pas fait, il fallait le faire, et même si j'y arrivais pas, les crises étaient là aussi, mais c'était quand même ça, le mode dominant. Et bizarrement, c'est quand j'ai commencé à y arriver que je me suis dit, bon, et en fait, maintenant, je suis en train de me dire le contraire. Je suis en train de me dire, bon, tu y arrives, t'aimes bien ça, tu sais un peu le faire, ben vas-y, quoi. Voilà. Donc j'essaye de m'auto-convaincre qu'en fait, il n'y a que le roman. Surtout, ce qui m'a fait du bien, c'est de faire des essais, là, il y a 2-3 ans. Iceberg, ouais, dont j'ai cru à un moment que c'était ma nouvelle voix. Mais là, le problème, c'est que là, on est aussi souvent confronté à ses limites, c'est-à-dire que j'aurais bien voulu que ce soit ma nouvelle voix, mais j'ai vu le moment où en fait je répétais tout le temps la même chose, et où j'espère un jour, au fil des années, faire par exemple un deuxième tome d'Iceberg, parce que j'ai de temps en temps une idée, une chose que j'ai envie de creuser, une lecture que j'ai envie de raconter. Oui, Iceberg, on peut le dire, c'est un livre à la fois sur la lecture, vos lectures, et sur l'écriture. Et disons que l'idée, c'était d'être dans la promenade de l'essai, quoi, un petit peu. Et je m'étais dit que ça allait s'ouvrir au fil du temps sur plein d'autres sujets, que j'allais devenir Montaigne. Et c'est bizarre, mais ça s'est un peu envoyé. Donc je ne serai ni Montaigne ni Balzac, mais je vais trouver une voie entre les deux. Ce qui fait que je vais quand même continuer un peu. Ouais. Écoutez, c'est une belle conclusion, je crois. Vous allez signer après cette rencontre à la librairie? Ici? Oui. Ah bah, je fais ce qu'on me demande, moi. Alors, on va dire ça, alors. Hein. Merci beaucoup, Tanguy Vial. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Comme je